Allô la planète, de retour de Festival de Lons-le-Saunier, les rendez-vous de l'aventure 2022. Bonjour, nous sommes toujours sur le festival à Lons-le-Saunier, les rendez-vous de l'aventure. Le studio de la web radio est toujours là pour réaliser les interviews des réalisateurs. Nous avons la chance d'avoir avec nous Inès Dussaillant, glaciologue, et qui a réalisé donc le film La Haute Route au fil des glaciers. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour Inès. Avec un bel accent. Très bel accent. Oui, ça vient du Chili. On voyage. Est-ce que tu peux nous parler de cette route, cette haute route qui traverse une partie des Alpes? Oui, donc c'est la route qu'on a fait dans les films, c'est la route qui traverse toutes les Alpes depuis Chamonix jusqu'à Zermatt. C'est une route qui a été faite par les pionnières dans les années 1900. C'est la première fois qu'ils ont fait tous les trajets depuis Chamonix à Zermatt. Et l'idée de ce film, c'était de réunir ces 4 personnages et refaire la même route que les pionnières ont fait. Donc c'est un petit plus long que la haute route connue et fait par les touristes ou les gens qui prennent un guide. Normalement, ça prend 4-5 jours. Nous, on a fait toute la route en 10 jours et on n'a jamais pris en voiture, donc on a fait tout à pied. D'accord. Ouais. Et vous êtes à combien d'altitude, combien de mètres Ça passe partout, ça descend dans les vallées, dans les villages, D'accord. et après ça monte jusqu'à presque 4000 mètres. Ah oui. Ouais. Parce que ça, on le voit pas trop dans le film, en fait, que vous redescendez. On a l'impression que vous êtes toujours sur le plateau, entre les glaciers. Oui. Bon, on reste beaucoup en altitude, mais souvent il faut descendre parce que on n'a pas, les Alpes ne sont pas un plateau, donc il faut descendre dans les vallées. Des fois, on dort même dans les villages, et après on monte, on dort dans des refuges. Et souvent, c'est des refuges en refuge, et des refuges qui sont magnifiques. Des fois, perchés dans les murs des montagnes, c'est magnifique. Je trouve que j'ai été très... comment ça se dit j'ai pas les mots en français. Désolée. Tu peux le dire en espagnol. Tuve mucha suerte. J'étais très chanceuse d'être invitée à faire cette route avec les autres personnages qui ont été avec moi. Tu peux nous en parler des autres personnes, justement, qui t'accompagnent? Oui, donc on est 4. Et l'idée de faire cette traversée, ça a commencé par une idée de 2 copains. C'était Mathieu et Cédric. C'est les 2 hommes qui sont dans les films. Mathieu, il est un jeune aventurier de pôle. Il fait des expéditions polaires en solo et partout dans le monde aussi. Et Cédric, il est un écrivain de récits d'aventure. Et les 2, ils voulaient faire cette route. Et donc, ils ont créé l'idée de faire cette documentaire. Mais ils voulaient des autres personnages. Donc, ils ont invité Lise Billon. Elle est une guide de haute montagne. Pour l'idée, c'était d'avoir une fille guide qui les amenait dans les montagnes. Et après, ils me sont invité, moi, comme glaciologue, pour parler sur les paysages qu'on voyait sur les glaciers et commencer à avoir un peu de discussion sur les changements climatiques et tout. Donc, l'idée, c'était... au final, c'est 2 filles qui amènent ces 2 garçons faire la route dans les Alpes. Oui. Et toi, c'était un territoire que tu connaissais déjà? Ou est-ce que justement, tu t'es dit, waouh, j'y vais? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire aussi ce projet avec eux?
Bon, souvent, j'adore m'immerser dans les montagnes plusieurs jours. Je l'avais jamais fait ici en Europe parce que les Alpes, ils sont tellement faciles à franchir que tu peux les faire en une journée ou dans 2 journées. Et j'avais jamais fait un long voyage, être 10 jours immersé dans les montagnes. Donc, ça me plaisait parce que ça me rappelait les longues expéditions que je faisais chez moi en Patagonie. Donc, j'ai dit oui tout de suite. Après, j'étais un peu nerveuse. J'ai dit, mais j'ai un petit accent. Est-ce que vous voulez vraiment une Chilienne sur les films? Mais il paraît que ça a été bien. C'est très bien. Non, mais oui, toujours quand quelqu'un m'invite à faire une expédition, je dis oui, j'adore. Et surtout si c'est sur les glaciers et pour parler des glaciers. Aussi, pour moi, comme scientifique, c'est une manière de sortir de la science et pouvoir parler aux gens normaux des choses qu'on étudie. Et c'est sympa d'amener toute cette science et toutes ces connaissances à un langage qui est plus compréhensible par tous et avoir la chance de faire un film qui beaucoup de gens ils vont le voir pour essayer de conscientiser aux changements qu'on vit maintenant dans les planètes. Ouais, justement, l'expédition, c'était aussi pour voir l'état du glacier ou des glaciers, de prendre des mesures, de prendre la mesure du réchauffement climatique qui, là-haut... alors, je voudrais pas dire de bêtises, le réchauffement climatique est 3 fois plus visible en altitude. Oui, en fait, les Alpes, les glaciers des Alpes, ils sont perdus de la glace, surtout par une hausse des températures. Et ça se voit 3 fois plus fort en altitude que dans la vallée. Et dans les films, on montre qu'en fait, on ne voit pas une différence dans les précipitations. Donc, c'est surtout les hausses de température qui a fait ces paysages changer dans les dernières années. Et plusieurs études de plusieurs glaciologues ont démontré ça déjà dans les Alpes. Et pendant les films, on fait des mesures sur les glaciers d'Otema. C'est un glacier qui est observé, monitoré par des collègues suisses. Et c'est un des plusieurs glaciers qui sont observés dans les Alpes. Et nous, on a pris des mesures d'hiver, mais normalement, pour voir vraiment l'évolution des glaciers, il faut aller toutes les années pendant une période très longue. Donc, souvent, on a des glaciers qui sont mesurés toutes les années, 2 fois par an, depuis les années 1900. Donc, comme ça, on peut comparer vraiment qu'est-ce qui se passe année par année et faire la liaison avec le climat pour savoir vraiment qu'est-ce que c'est qui fait les glaciers fondre. Et vous avez un élément de réponse suite à cette expédition? Vous avez fait des mesures? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que la situation est catastrophique? Qu'est-ce qui ressort des mesures que vous faites tout au long de l'expédition? Bon, c'est pas qu'avec une expédition qu'on va voir toutes les réponses, mais avec toutes les recherches qui ont fait plusieurs scientifiques pendant des années, on peut dire et on sait maintenant que dans les Alpes, à la fin du siècle, on va avoir un tiers de la glace qu'on voit aujourd'hui. Et ça, c'est presque sûr. Les prédictions sont... Il y a des incertitudes, mais sont très certaines. Et oui, on pense que... c'est triste, mais moi, je n'aime pas parler de la tristesse de voir la glace qui fond. En fait, j'aime les montrer comme des sentinelles du climat. Ils nous montrent qu'est-ce qui se passe dans le climat et on est chanceux de pouvoir les voir aussi directement, ces changements. Et oui, c'est triste qu'on va avoir moins de glace, mais on va quand même avoir des beaux montagnes et des beaux paysages.
Donc c'est pas la tristesse de ça, mais là on doit prendre, ok, c'est ça qui se passe, donc il faut vraiment faire un changement dans nos habitudes. Mais comme vous le dites dans le film, à l'âge de la planète, il y a eu des périodes de réchauffement, des périodes glaciaires et ainsi de suite, et qu'au final, la planète se réchauffe alors à cause de l'homme, enfin en tout cas dans des proportions telles qu'on vit aujourd'hui, où c'est à l'échelle de 30-40 ans, où ça se réchauffe énormément, alors que d'habitude ça prend plusieurs siècles. Finalement, c'est pour l'homme qu'on s'inquiète plus que pour les montagnes. Exactement, oui. Moi, j'aime dire que les changements climatiques, c'est un concept anthropogénique. Oui. Parce qu'en fait, anthropocentrique, je sais pas. Ouais. Anthropocentrique, je pense. Oui, c'est ça. Désolée, c'est mon français. Oui. Parce qu'en fait, les problèmes, ça affecte les hommes. Les planètes, ça va évoluer dans des échelles de temps d'évolution. Ça va revenir à nouveau. On va avoir plus de glace dans le futur. Ça, c'est presque sûr. Ouais. Plus de glace et moins d'hommes. Ça, on ne sait pas, je ne peux pas dire. En tout cas, ton métier est appelé à disparaître, donc... C'est ce que tout le monde me dit, mais non, c'est pas vrai. On va avoir encore de glace dans le futur, surtout dans mon pays, en Patagonie. Pendant toute ma vie et la vie de mes petits enfants, il va y avoir de glace. Ça, c'est sûr. En Alaska aussi. Ok. Ouais. Donc ça va pas se réchauffer partout. En tout cas, le changement climatique va agir différemment en fonction de là où on se trouvera sur la planète. Exactement. Ça affecte différemment les différentes parties de la planète. Enfin, si on doit faire de l'alpinisme en Patagonie, ça va être un peu long. Feu, tu voulais poser une question quand je t'ai coupé la parole? Oui, le fait de refaire cette route justement qui avait été tracée la première fois dans les années 50, est-ce que y a cette dimension de refaire, de repasser sur les traces justement de cette première fois? Est-ce que ça a un ressenti, je dirais, pour vous au moment où vous l'avez fait, ou vous êtes détaché de ça? Non, en fait, là, on avait l'historien Cédric Gras qui racontait toujours l'histoire. Moi, je connaissais pas l'histoire de la première traversée qui ont fait les pionniers. Donc, Cédric, il nous racontait les histoires un peu, et surtout quand on passait dans les petits refuges. Maintenant, on voit des grosses maisons et des grosses refuges très aménagés pour les gens qui passent, mais ils ont commencé par des petites cabanes que ces pionnières, ils ont construit pour explorer les Alpes. Donc, c'est incroyable comme ils sont arrivés à créer des petites cabanes dans ces altitudes, dans des endroits des fois qui sont un truc de fou. Ça, c'est génial. Et aussi, nous, on connaissait la route parce que c'est fait toutes les années par plusieurs personnes. Et donc, on savait par où passer et tout. Donc, c'était aussi incroyable. Moi, que j'ai fait souvent de l'exploration en Patagonie. Et des fois, on connaît pas, on ne sait pas si on passe par là, ça va passer ou pas. Et là, j'avais ce ressenti de waouh, c'était pas facile pour les premiers. Ouais. Surtout avec l'équipement qu'ils savaient, pas les refuges. Et lire les paysages, c'est pas facile toujours. Oui. Donc, oui, on avait ça toujours dans nos conversations. C'était génial d'avoir Cédric pour ça, parce qu'il a amené des petites anecdotes, des petites histoires, des histoires que lui, il avait lues avant. Et aussi, dans les refuges, on avait on montre dans les films, on avait les photos des anciens personnes qui ont fait la route, et c'était génial. Et il y a eu des morts aussi sur cette route. Oui. Avant et encore maintenant, il y a des morts. Il a eu une tragédie très,
très connu dans l'année 2018 à côté des refuges de Vignettes. Et un groupe avec les guides, ils sont tous morts à 100 mètres du refuge parce qu'il y avait des brouillards et ils ne pouvaient pas trouver les refuges. Donc ça montre que quand même, si la montagne est très aménagée maintenant et on a des refuges partout, il faut quand même avoir le respect, et c'est la nature. Et il faut bien faire et prendre toutes les mesures possibles pour éviter une tragédie, un accident. Oui. Ouais. Alors, tu parlais de cabanes qui sont aujourd'hui tu disais aussi des refuges dans des endroits improbables. Alors, il y a le monastère, à un moment donné, que vous dans lequel vous vous arrêtez. Et puis, il y a ce refuge qui est sur ce piton rocheux, accessible uniquement par une échelle, de ce qu'on voit en tout cas sur un lieu improbable. Et en fait, moi, quand je vois ça, je trouve que il y a un décalage entre le discours, le réchauffement climatique, la planète se réchauffe, les glaciers sont en train de fondre à une vitesse vertigineuse, et on va construire des refuges dans des lieux improbables qui ont demandé sans doute, ça a demandé sans doute pour leur construction une énergie de malade, avec sans doute des hélicoptères, sans doute beaucoup de béton. Je trouve que il y a un décalage qui est choquant. Oui, mais je crois que ça, c'est les refuges de Berthold que tu parles. Oui. Et je pense que là, le problème, c'est que c'est en fait le changement climatique qui a produit ce décalage, en fait. Oui. Je crois, parce que quand ces refuges ils ont été construits la première fois, les glaciers, ils arrivaient jusqu'au niveau du refuge. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça que les glaciers, ils sont rétrécis. D'accord. Et c'est pour ça qu'on voit la roche qui apparaît. Et là, les refuges, il n'est plus à l'altitude du glacier, donc il faut mettre des échelles. Et ça arrive dans plusieurs endroits dans les Alpes. D'accord. Dans les Alpes suisses, l'exemple le plus connu, c'est la mer des Glaces. Où avant, on arrivait dans les petits trains des Grand Montées. Grand Montées, ça s'appelle? Non. Non, je sais plus. Non. Les petits trains qui montent sur la mer des Glaces. Et avant, quand il a été construit, ce train, la glace, il arrivait jusqu'à là. Ouais. Et maintenant, on descend, on peut voir les petits panneaux qui montrent cette année, le glacier, il arrivait jusqu'à là. Et maintenant, il faut descendre plein de échelles. Et c'est à cause de cette réchauffement climatique qui a fait les glaciers fondre. D'accord. C'est flagrant quand on regarde les images de la mer de glace il y a 50 ans en arrière et qu'on la voit aujourd'hui. Je trouve ça flagrant en fait. C'est impressionnant. C'est impressionnant là-bas. Ouais. Tu trouves toujours autant de plaisir à faire cette traversée là, d'autant plus avec vous étiez 4, mais à chaque fois, il y a des choses nouvelles. À chaque fois, tu ressens des choses différentes quand tu traverses. Oui, bon, moi j'adore ça. J'aimerais la faire toujours. En science, on a les côtés rester en face de l'ordinateur, que j'aime bien aussi, mais je pense que la partie que j'aime le plus, c'est être dans le terrain. Et avant de devenir glaciologue, j'ai exploré beaucoup dans les Andes, en Patagonie surtout. Et j'adore être dans la nature pendant plusieurs jours, dormir un sac de couchage, amener la tente. Ça, c'est, je pense que les moments où je suis le plus heureuse. Et je pense que c'est parce qu'on peut vraiment avoir cette connexion avec la nature et on devient plus petite. Donc, on peut voir vraiment l'immensité de cette nature. Et pour moi, c'est les moments où je peux vraiment me connecter avec moi-même et me rappeler et souvenir de pourquoi j'ai étudié la glaciologie, pourquoi j'adore cette vie et cette planète, parce que c'est beau, la nature, c'est très, très beau. Et ça me rappelle
avoir des forces pour continuer dans la vie quotidienne. Oui. Donc, je crois que au moins une fois par an, j'ai besoin de faire une grosse aventure exploration de plusieurs jours. Et c'est ce que j'essaye de faire. Alors justement, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à faire ce métier? Petite... Glacier des Andes. Les Andes, ouais, qui t'ont inspiré. Oui, en fait, c'est une question que moi, je n'ai pas trouvé la réponse encore parce que je viens d'une famille qui n'est pas du tout est très conservateur à Chili. Donc, normalement, devenir scientifique, c'est pas bien vu. Oui, il fallait être ingénieur ou médecin. Donc, je suis la brebis noire de ma famille. Et je pense que, je sais pas, j'ai toujours eu un appel des montagnes. Bon, j'ai grandi à Chili, donc on avait des grosses montagnes tout autour. Et j'ai eu cet appel, mais quand j'étais petite, je pouvais pas vraiment aller parce que les gens autour de moi, ils allaient pas dans ces endroits. C'est pas comme la culture ici en Europe où tout le monde va en montagne, tout le monde va skier, tout le monde va grimper, et avec les petites, les familles et tout. Donc la nature est plus proche. À Chili, la nature, c'est un peu l'inconnu. Donc ça fait peur, on va pas trop loin. Et moi, je voulais aller toujours plus loin. Et finalement, j'ai connu des gens qui faisaient de la montagne. Donc, j'ai appris à faire l'alpinisme et la grimpe. Et j'ai connu des gens qui avaient les mêmes envies que moi. Et je suis partie dans la nature. Et là, je me suis trouvée... Et au début, c'était difficile de décider qu'est-ce que je voulais étudier. C'était surtout avec la nature. Et c'était dans une expédition que j'ai fait sur les chambres de glace sud. Et là, quand je marchais dans les gros plateaux de glace pendant des jours et des jours, ça changeait pas le paysage. C'était comme marcher dans l'Antarctique. C'était plat et beaucoup de temps pour penser. Et là, je me suis dit, oui, ok, je dois devenir glaciologue. Et après cette expédition, j'ai fait tous les papiers pour venir en France faire les masters dans les laboratoires de glaciologie à Grenoble. Et là, je voulais étudier les Andes. Donc, je me suis mise en contact avec les chercheurs qui travaillaient dans les Andes. Et j'ai travaillé avec un en particulier qui travaille à Toulouse, Étienne Berthier. Et avec lui, j'ai fait mon stage de master et mon PhD. Donc, c'est lui qui m'a ouvert les portes à la glaciologie. Et est-ce que depuis que tu fais ce métier, il y a des changements? Alors, on est dans le changement climatique, mais justement, est-ce qu'il y a des évolutions? Tu veux dire? Dans ta façon de travailler, dans la façon qu'ont les glaciologues de travailler, d'appréhender la fonte, les glaciers. Est-ce que ça a changé? Bon, les glaciers, ça évolue beaucoup. Ouais. Donc oui. À l'échelle d'une vie, enfin, à l'échelle... ça fait combien de temps? 10 ans que tu fais ce métier? Ça fait 6 ans. 6 ans. Ouais. D'accord. Et là, bon, moi, j'ai fait des observations maintenant. Et je travaille avec les gens qui observent les glaciers autour du monde. Ils nous envoient toutes les données et on les met dans une grosse database et on peut voir ça se passe partout dans le monde. Donc, en ce moment, je travaille avec ça, mais je suis dans un projet qui est plus grand. Et on essaye de voir les différentes ressources de la planète. Et moi, mon parti, c'est de donner les côtés des glaciers. Mais il y a des groupes qui travaillent sur les lacs et les rivières, des groupes qui travaillent sur les eaux souterraines, et des groupes qui travaillent sur l'eau qui est dans les premiers mètres de la Terre et tout.
et on met tout ça ensemble, on peut voir qu'est-ce qui ça se passe avec l'eau dans la planète. Donc, en fait, moi, je suis que sur les glaciers, mais je pense que l'évolution des chercheurs, je sais pas, peut-être dans le futur, je vais travailler dans des autres ressources, et non. Et maintenant, je travaille à niveau global, mais je pense que dans le futur, je vais revenir dans mon pays et je vais travailler surtout dans les Andes. Et parce qu'ils sont pas très connus. Et il a beaucoup à faire là-bas. Dernière question. Et sur place, du coup, comment ça s'est... Au sein de l'expédition, est-ce que ça a bien collé, justement? Alors, 2 femmes qui emmènent 2 hommes réaliser ce travail, ce film. Comment est-ce que ça s'est toujours bien passé? Quelles ont été les difficultés? C'est très bien passé. Je pense qu'on était toutes les 4 des personnes qui ont l'habitude de partir plusieurs jours à la montagne et de savoir bien s'entendre avec les copains de voyage. Et après, on avait une chance, c'était que moi, je connaissais Lise avant. Ouais. On s'est rencontrés en Patagonie, donc elle était une copine. D'accord. Et là, on avait plus de force. Ça aide. Oui. Vous aviez déjà fait des expéditions ensemble en Patagonie? Pas des expéditions, mais quand elle faisait des expéditions avec ces groupes de personnes et moi, j'étais dans un autre endroit avec des autres personnes. Et des fois, j'habitais Punta Arenas et elle passait par là parce qu'elle faisait des voyages. Donc, on s'est vus plusieurs fois. Ouais. D'accord. Ouais. La force. Elle est beaucoup plus forte que moi. Hein. Non, Elise, elle est un grand alpiniste. Très, très, très fort. Oui. Moi, oui, c'était génial, ce groupe de 4 personnes très différentes. Bon, pour moi, j'ai connu plus Lise et j'ai connu Mathieu et Cédric. C'est des personnes très, très différentes. Mais en même temps, on s'est entendu tellement bien parce que je pense qu'il y avait une chose qui nous amenait ensemble, même si on venait des choses très différentes. C'était qu'on voulait vraiment comprendre tous les différents côtés de cette montagne et parce que mieux la comprendre, ça donne plus envie de la préserver et de la protéger. Et j'ai senti cette énergie de devenir des copains parce qu'on a un même objectif. Même objectif, ouais, c'est ça. J'avais une dernière question. Tu la vois partir là-bas, ma question? Ouais, je vois. Ouais. Tu veux pas revenir? Viens. Reviens. Ces enfants, alors. Allez. Du coup. Ah oui. C'est Inès qui. Pardon, c'est pas Inès, c'est. J'ai oublié son prénom. Lys. Qui ouvrait la route, en quelque sorte, qui vous disait il faut passer par là. Enfin, de temps en temps, on vous voit sur vos GPS en train de vérifier si c'est bien le passage, et puis surtout de faire très attention, car encore lui, le réchauffement climatique ou le changement climatique fait que les routes où la voie est plus dangereuse. Voilà, c'était important justement qu'elle soit là pour ça aussi, pour vous guider, pour vous amener là où il faut passer. Oui, non, c'était très important d'avoir Lise parce que il a un côté de connaître la route, l'avoir sur une carte, et après être là dans la situation et être capable de prendre une bonne décision. Et on a eu des moments où c'était pas facile, on connaissait pas où on était, et il avait la brouillard, on savait pas par où aller. Donc avoir Lise avec les connaissances qu'elle a de sécurité en montagne, elle savait exactement quoi faire, et elle savait prendre des décisions et aussi maintenir la calme du groupe. Je pense que ça c'est le travail des guides.
Parce que nous qui on fait une vie, on travaille dans les bureaux, on n'apprend pas ça toujours. Elle a cette connaissance du terrain. Oui, parce que c'est vraiment, on peut savoir marcher avec les crampons, on peut savoir ce qui est, mais quand on est là dans une situation compliquée, être capable de prendre une bonne décision, c'est ça qui fait la différence entre un alpiniste qui est amateur et un guide de montagne. Oui. Donc c'était rassurant. Du coup, c'était très totale rassurant. confiance. Oui, il avait un moment de vous où reposer sur cette personne-là. Oui, il avait un moment où on descendait dans les brouillards et il avait les glaciers, donc il avait des crevasses. Et il fallait... Oui, on n'était pas dans la corde, donc là, Lise, elle a bien fait son boulot. Ouais, c'était tendu, hein. C'est là où même on voit que pour être de l'expédition, il faut quand même avoir une bonne expérience de l'alpinisme. Enfin, c'est pas donné à tout le monde de partir comme ça, même avec un guide, me semble-t-il, hein, en tout cas, et d'affronter la montagne. Oui, et après, toutes les montagnes sont différentes. Dans Lise, elle a une connaissance très, très grande des Alpes. Et moi, je connais très, très bien les Andes, mais ici, je me sens... Je ne peux pas prendre des décisions comme ça. Et moi aussi, je suis un alpiniste, je suis guide à Chili. C'est pas le même style de guide comme ici, mais je travaille comme guide à Chili. Mais il y a des moments dans cette route que j'étais heureuse d'avoir Lise. Oui. Le ski de randonnée, c'est quelque chose que tu connaissais avant aussi ou... Oui. J'ai commencé à Chili et j'étais à peu près la seule femme qui faisait ski de randonnée à Chili quand j'ai commencé. Maintenant, il y a beaucoup plus parce que ça c'est devenu plus populaire. Mais oui, j'ai commencé toute seule parce que le ski, c'est mon sport. Je l'adore. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait marcher et gravir des montagnes avec des skis et après descendre en ski, là, j'ai arrêté, pour toi. J'ai arrêté de faire de la montagne à pied. Merci beaucoup. Merci Inès. Merci à vous, c'était super. Merci d'avoir accepté notre discussion matinale. Oui, super. Bon. À bientôt, peut-être une prochaine sur un festival ou sur une montagne au Chili ou dans les Alpes, dans un refuge de haute montagne. N'importe où. Qui sait, hein. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.